Madame, monsieur, bienvenue sur Africami. Africami qui signifie en langue yipounou du Gabon, mon Afrique sœur, mon Afrique que j'aime. Pour cette 3e saison, nous allons énormément voyager à travers le continent. Je vous invite d'ailleurs vers notre première escale, le Cameroun. Mais avant tout, suivons le sommaire de cette édition. Après une longue absence, la chanteuse gabonaise Christine Mbumb, Tina pour ses fans, revient en force avec des reprises de ses grands succès. Nous l'avons retrouvée dans un studio d'enregistrement à Douala au Cameroun, aux côtés de Sam Fan Thomas. Entretien à Brazzaville, en République du Congo, avec Joe Washington et Bina. Sa très grande implication dans la vie sociale de son pays n'est pas du goût de tout le monde. Empoignade musclée avec les forces de l'ordre. Il n'hésite pas à les affronter quand il s'agit de venir en aide aux plus démunis. Suivons le parcours atypique d'une restauratrice hors pair, Annie-Flore Milenzi, gabonaise et ingénieure en chimie. Elle a plaqué son tailleur et ses talons hauts pour endosser un tablier de chef afin d'assouvir pleinement sa passion, cuisiner avec art et plaisir pour ses amis et visiteurs. Absente des podiums pendant près d'une trentaine d'années, vous l'avez recherché, vous l'avez murmuré, vous l'avez réclamé. Elle vous a entendu. La chanteuse gabonaise Tina revient avec des airs connus ou méconnus pour certains d'entre vous. Retrouvons-la dans ce studio d'enregistrement au Cameroun. Christine Mbumb, Tina, pour ses fans, a 15 ans lorsqu'elle débute dans la chanson. Elle est la première voix féminine du Gabon que l'on entend à la radio et qui se produit sur scène. Sa carrière est fulgurante. Très vite adulée par le public, elle quittera aussi vite la scène en pleine ascension. Le fait d'accepter arranger les chansons de Tina, qui sont très connues au Gabon, m'ont amené à voyager avec elle dans les arrangements, à essayer de mettre d'autres sonorités par rapport à ce qu'on a écouté il y a plus de 20 ans. Alors, comme cette aventure est merveilleuse, j'ai fait de mon mieux pour que les nouvelles sonorités arrivent dans ces chansons-là qui sont connues. Et j'espère encore très bien que les boîtes de nuit, la nouvelle génération, les jeunes qui montent aujourd'hui vont découvrir une grande chanteuse. J'ai d'abord écouté cette chanson pendant longtemps et puis essayer de me mettre à la place du compositeur. Qu'est-ce qui a motivé Tina, il y a plus de 20 ans de faire ces chansons-là? J'en sais rien. Moi, je peux expliquer aujourd'hui que peut-être c'était l'amour de la musique, l'amour de vouloir passer un message, parce qu'il y a des gens qui sont en avance sur leur temps. Moi, je pense qu'à 15 ans, quand un enfant se lève à 15 ans, essaie de faire des chansons, essaie de vouloir dire quelque chose, c'est qu'il y a un message à passer. Ce qui m'a beaucoup épaté à la première prise, c'est retrouver la même voix que sur les chansons qu'on m'a envoyées. Curieusement, la voix n'a pas bougé. Et j'ai gardé les chansons dans les mêmes gammes. Déjà au départ pour un test. Et quand elle est arrivée en studio, j'ai remarqué que la voix n'avait pas bougé. Et ensuite, on a fait des voix témoins dans les nouveaux arrangements pour qu'on puisse voyager ensemble. Parti depuis 30 ans, je reviens tout simplement parce que j'ai un message à véhiculer. Et d'abord, avant toute chose, je rends hommage à mon défunt grand frère Bill Mwanda, qui m'accompagnait, qui a été avec moi dès l'âge de 15 ans. Je ne connaissais rien de la musique. Et c'est lui qui faisait pratiquement tout. Je me rappelle de mon premier concert au Como, où il y avait une multitude. Je ne savais que chanter, mais l'organisation, je ne connaissais rien de tout ça.
Donc, ce qui fait qu'après son départ, il est mort. Ça va faire bientôt 12 ans, ça passe vite. Mais entre-temps, j'étais partie pour mes études d'abord en Europe. Et à mon retour, beaucoup de choses se sont passées. J'ai été au foyer. C'est un don que Dieu m'a donné. Et ce don, je dois l'exploiter. Je dois donner aux autres parce que je l'ai reçu gratuitement. J'ai un message à véhiculer et je fais ma part. Ce sont les chansons que vous avez aimées. Moi, je crois que vous m'avez connue à travers ces chansons. Et ces chansons, en tout cas, c'est autre chose. Enfin, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui renaît. Comme on dit, à partir du vieux... Voilà, du neuf. Effectivement, c'est cela. Et je suis là par surprise, comme vous le dites. Je suis ici au Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, le destin, quand c'est écrit, c'est comme ça. Vous êtes décidée quand Je me suis décidée, je ne peux pas vous dire, ça fait pratiquement peut-être plus d'1 an que je travaille en solo. Les gens, certainement, on se vous a mis disent... la pression? La pression, j'ai eu beaucoup d'encouragement et j'ai eu beaucoup de personnes qui me supportent, vraiment, qui m'encouragent à reprendre la musique. Ce n'est pas pour me vanter et rester intacte. Quand je m'amuse même à chanter, parfois à l'église je donne la voix, mais je sais que cette voix-là est là. Pendant cette longue absence, la scène vous a manqué tout de même? Oui, bon. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, mais mince, qu'est-ce que je fais à la maison? Mais c'est vrai, parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui ne doit pas dormir. C'est pas quelque chose qui ne doit pas dormir, sinon vraiment, moi-même, je n'étais pas à l'aise. Je savais qu'il y a quelque chose qu'il fallait partager. Il fallait partager. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je me retrouve au studio Makassi ici, au Cameroun, à Douala, avec, je l'appelle maître, parce que c'est mon maître, hein, Sam Fantomas. Parce que je vous assure que c'est l'émotion, c'est beaucoup de choses ici au studio que je n'ai jamais connues. Oui, j'ai kiffé. La première vue, sa façon de chanter. Pour quelqu'un qui a fait 30 ans sans chanter, franchement, c'est super. Et je me dis, pour toute jeune artiste, quand tu comprends déjà que quelqu'un a chanté il y a de cela 30 ans et qui chantait quand il avait environ 15 ans ou plus, c'est de l'émotion, quoi. Tu te demandes, est-ce que je serai comme elle? Après 20 ans, je serai où? Après 30 ans, je serai où? Est-ce que j'existerai encore? Et surtout, je chanterai quoi? Je chanterai quoi? Est-ce que je pourrais rattraper le temps comme Tina l'a fait? Parce que là, elle rattrape le temps. Et très bien d'ailleurs. Franchement, c'est super. Tina revient, franchement. Tina, il faut revenir, ne laisse pas tomber la musique. C'est ta chose, c'est ton affaire, viens nous donner. Tina, reviens, Tina. Tina, reviens, Tina. Tina, reviens, Tina. Merci, bye bye. Je vous adore et j'adore Tina tellement. Essayez de faire comme moi. C'est bon, c'est du bon. Poursuivons nos rencontres à travers le continent et zoom sur ce jeune Congolais. Il est homme d'affaires. Il s'appelle Joe Washington Ebina. Pour ses supporters, il est le shérif de Brazzaville.
Pourquoi? Il va nous le dire dans le reportage qui suit. Joe Washington Ebina est à la tête de la fondation Charles Ebina qu'il a créée en hommage à son père du même nom, fils d'un autodidacte, Daniel Ebina, dit le patriarche, qui a fait fortune en vendant de la noix de cola et des cacahuètes au marché. Redoutable homme d'affaires, Joe Washington Ebina se distingue pourtant par son sens du devoir très poussé, particulièrement par son côté humaniste. Il ne supporterait pas de voir souffrir son prochain. Je suis actuellement la réalité congolaise et c'est sur la réalité congolaise que je m'adapte. Vous savez, notre grand-père, Daniel Ebina, était un homme qui est parti de très loin. Il est parti d'une ville qui s'appelle aujourd'hui Djambala, à près de 400 km, 300-400 km de Brazzaville. Et il venait à Brazzaville, à pied, pour essayer de vendre ce qu'il avait. De faire son petit commerce. Et c'est de ce commerce-là qu'aujourd'hui est né les activités. C'est d'aujourd'hui qui est parti ce qu'il faisait, son entreprise. Je me suis dire que tout est parti de la vente d'une noix de cola. C'est une légende ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. C'est parti de petites choses. Oui. C'est parti de vente de cola. C'est parti de toutes ces petites choses. Oui. Et suite à sa rigueur, à sa conviction. Oui. Et aujourd'hui, bon, on va être humble, mais il a établi, il a quand même fait beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce travail. Donc, ensuite, vint votre père, M. Charles Ebina. Beaucoup plus moderne, toujours dans la même vision, dans la vision de continuer à générer, à créer des activités. Beaucoup plus moderne, parce que notre père, évidemment, faisant partie de notre génération, a su saisir les opportunités, les réalités qui se présentaient à lui. Notre grand-père était plutôt un conservateur. D'accord. Et donc de cela, aujourd'hui, nous les enfants de Charles Ebina, nous essayons également de continuer. On ne va pas dire qu'on est encore plus moderne, mais on essaie de s'adapter avec d'autres réalités. Il y a forcément une recette Ebina. Comment ils ont fait pour vous inculquer cela, déjà cette conservation de votre propre patrimoine et maintenant le développement de ce patrimoine? Je crois que si vous voulez, c'est une grande conviction d'intégrité et d'apprendre à se suffire du peu que l'on a. Je crois que vous savez, lorsque je regarde un peu ce que nous sommes, Africains et Congolais, c'est que j'ai souvent l'impression que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Et je crois que nos parents nous ont fait comprendre qu'il faut vivre avec le peu que l'on a, parce qu'une société où on vivrait avec des dettes, avec des contraintes, avec des promesses, ce ne serait pas clair. Donc on a compris qu'il faut entreprendre dans notre registre, évidemment être capable d'ouvrir notre champ d'action à d'autres activités, mais de rester intègre avec des petites choses. Nous avons suivi Joe Washington Ebina sur différents sites dans sa quête du bonheur de ses concitoyens, comme ici à Sibiti, dans le sud du Congo. La fondation Ebina s'est intéressée à l'identité des peuples autochtones du Sud. Nous avons assisté à la distribution annuelle de vêtements propres et à un recensement des bébés pygmées afin de leur donner une identité civile et faciliter leur accession à l'éducation. Une mission du corps diplomatique américain supervisait cette opération. Lorsque notre grand-père et notre père étaient là, la fondation Ebina n'existait pas. Au-delà du fait que nous essayons de créer dans les affaires, nous avons compris qu'il était important dans une société qui avait énormément de problèmes que nous puissions commencer à travailler dans le social. Pourquoi? Parce que notre père, déjà, pendant ses actions, il avait créé des activités où il avait octroyé à près de 60 handicapés un salaire. Donc chaque mois, ces personnes venaient recevoir un salaire de lui et il avait même eu la possibilité de leur acheter des terrains. Et donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire des affaires, oui, mais dans un pays où la pauvreté est grande, il est important de penser aux autres. Il est important de créer un cadre où nous devons assister ceux qui souffrent. Voilà pourquoi, au-delà des affaires que nous entreprenons, nous avons pensé qu'il était nécessaire de continuer et de créer une fondation qui permettrait, qui serait là à continuer les actions que notre père menait. Pas une fondation pour le plaisir de gérer. Évidemment, je crois qu'il est nécessaire de savoir que la pauvreté autour de nous, nous disons, nous rend tous pauvres. Et donc, nous voulons participer parce que nous n'acceptons pas de concevoir que dans notre pays, avec tout le potentiel naturel que nous avons, nous vivons dans cette misère. Donc, il est normal que nous puissions essayer, au niveau de la fondation, de mener des actions. Notre père agissait dans un certain cadre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons d'ouvrir notre champ d'action
Par exemple, nous avons un camion qui circule, qui donne de l'eau gratuitement aux populations. Oui, je vous ai accompagné voilà. même, ouais. Évidemment, donc ce n'est pas une action que notre père entreprenait, mais je crois que dans l'action sociale, il est important d'ouvrir notre champ d'action pour toujours apporter de l'assistance, mais dans beaucoup de domaines. D'accord. Bon, vous venez en aide aux populations démunies. Il y en a. C'est peut-être la moitié de la population ou les 3/4 de la population. Mais comment vous faites pour subvenir aux besoins de ces populations qui sont en manque? Déjà, il faut préciser que ce que nous faisons est du ponctuel. Et que la pauvreté étant grande, la Fondation Ebina, évidemment, nous n'avons pas la prétention, mais nous n'avons pas aussi les ressources pour faire autant que possible. Vous savez, lorsque nous menons des actions, telles que la dernière action que nous sommes en train de mener, la réhabilitation, le lancement des fonds pour recruter de l'argent, pour récolter de l'argent, pour arranger les ascenseurs du plus grand hôpital du Congo, où les malades doivent payer des montants pour gravir chaque étage, ce qui est scandaleux. Nous essayons de demander aux personnes de bonne volonté, la diaspora congolaise, de participer à ça, parce que nous savons très bien que nos moyens ne nous permettent pas d'entreprendre énormément d'actions. Mais puis, il faut simplement savoir que nous sommes tous responsables et complaisants, et nous serons dans la complaisance si nous ne pouvons pas participer. Et donc, il y a un sens de patriotisme aussi qui est important, qui nous pousse aussi à apporter de l'amour envers d'autres Congolais. D'aucuns disent que Joe Washington Ebina peut le faire, il est protégé par les Américains, c'est un fils nanti. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous entourer d'autres Congolais qui n'ont pas un nom, qui ne s'appellent pas Ebina, qui ne s'appellent pas autre chose, en tout cas un nom reconnu par la population? Vous savez, évidemment, tout ce que l'on fait peut être interprété de plusieurs manières. Mais les gens que nous rencontrons, et vous savez, nous assistons beaucoup de gens à la Fondation, les gens que nous rencontrons ne savent pas des fois ce que nous faisons et qui nous sommes. Ils savent simplement que voilà des gens qui apportent de l'aide. C'est ça qui est important. Savoir que c'est vrai, nous venons d'une famille où certaines possibilités sont établies, mais la volonté elle est beaucoup plus grande. Nous vivons dans une nation où énormément de personnes également ont des possibilités. Je crois que la volonté dépasse les possibilités que nous avons. Et donc aujourd'hui, nous voulons simplement agir sans concevoir que les personnes qui nous entourent peuvent venir. Non, je crois qu'il faut rassembler. Vous savez, la force, ce serait de rassembler tout le monde autour de cette conviction. La conviction de savoir que c'est possible d'apporter un peu d'amour. Est-ce que vous êtes entendu par, on va dire, les autorités congolaises? Ben écoutez, par les institutions vous savez, si nous ne sommes pas entendus, j'espère que nos actions leur permettront de comprendre qu'il est possible. J'espère que nos actions parlent. Parce que dans le fond, le discours que l'on donne n'est pas important, mais les actions que nous menons devraient en principe pouvoir permettre de démontrer qu'il est possible avec de la conviction, avec l'envie, avec vraiment la conviction et la disponibilité de pouvoir changer les choses. Le fait que vous, Joe Washington Ebina, ayez le courage de faire certaines actions qu'on dénomme des fois ici des opérations coup de poing, est-ce que cela ne vous crée pas des ennuis? Est-ce que vous avez été interpellé? Non, écoutez, je n'ai pas été interpellé, mais vous savez, il est clair qu'au Congo, ce que nous faisons ne plaît pas à tout le monde. Cette protection est réelle alors, les Américains? Non, mais vous savez, la protection, elle n'est pas des Américains, la protection, elle est de Dieu. Non, vous savez, pas seulement les Américains, la communauté internationale soutient les organisations, les personnes qui mènent des actions dans l'aide sociale et dans l'aide aux populations. Un peu comme une ONG? Nous sommes une ONG. Nous sommes une ONG, évidemment, dans la société civile, mais nous sommes une ONG qui fait de l'action sociale. Évidemment, nous assistons les populations qui sont souvent dans la détresse, dans les hôpitaux et ailleurs. Que deviennent ces personnes qui viennent comme ça, de façon spontanée, chez vous, demander de l'aide? Il s'était agi l'autre jour d'une femme enceinte, qui a accouché d'ailleurs. Qui a accouché d'un petit garçon, je crois. On a pu suivre le dossier. Qu'advient-il de ces personnes? Vous savez... après, on va dire, le first aid, comme vous faites. Vous savez, nous faisons du ponctuel. La Fondation Ebina, malheureusement, n'a pas les ressources de poursuivre ce que nous faisons. Vous avez donné l'exemple de la dame
qui est venue, qui a presque accouché devant nos bureaux. Aujourd'hui, je suis heureux parce qu'elle a eu un beau bébé, c'est formidable. Mais la suite, c'est que malheureusement, à la fondation, il n'y a pas de suite. Nous avons assisté la maman à avoir un enfant, à pouvoir avoir les médicaments qu'il fallait, tout le reste. Mais demain, lorsque la maman reviendra vers nous, nous dirons à la maman, malheureusement, nous ne pouvons plus vous assister parce que nous avons d'autres cas qui se présentent à nous. Nous ne faisons que du ponctuel. La responsabilité incombe aux responsables publics. Malheureusement, la Fondation Ibina, avec nos petites possibilités, nous essayons au moins d'alléger un petit peu les souffrances que nous rencontrons. Il y a un problème crucial qui est celui de l'eau. J'ai accompagné moi-même la citerne qui faisait la distribution d'eau. Depuis combien d'années vous distribuez de l'eau comme ça? À peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. De façon ponctuelle? Oui. Toutes les 2 semaines? Oui, non, une fois par semaine, selon le besoin, selon le quartier, selon l'appel. C'est tout, vous allez la chercher? Cette eau est traitée, c'est l'eau qui sort d'un forage, un forage qui est traité, d'eau potable, et donc à ce moment-là, nous distribuons cette eau vers les populations. Et à chaque fois, en tout cas, c'est pas le seul point. C'est pas le seul point. Non, le point c'était Mukondo, mais Mukondo, vous savez, les problèmes d'eau dans Brazzaville, dans le Congo, ce sont des problèmes qui existent depuis fort longtemps. Et ce sont des problèmes réels. Vous savez, ce qui me fait de la peine, c'est de constater un jour des populations, des jeunes filles qui devaient faire 2 kilomètres pour trouver de l'eau. Et ça, vous savez, un bidon de 25 c'est ça qui a déclenché cette envie d'aller les aider? C'est la pénurie. C'est la réalité congolaise qui est... Vous savez, l'eau étant la vie, l'eau étant ce qui est le plus nécessaire, nous avons pensé au sein de la Fondation que nous devions faire quelque chose à ce sujet-là. Mais évidemment, nous avons actuellement 2 camions dans la ville de Brazzaville qui assistent les populations. Mais vous savez, c'est bien peu. Mais très souvent, nous nous disons que, vous savez, c'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux que de participer que absolument de rien faire. Je crois que c'est déjà bien de participer à quelque chose. Quelle est la prochaine opération coup de poing Vous savez, la réalité congolaise est assez critique. Et vous savez, lorsque souvent j'entends qu'il arrive très souvent que j'ai des coups de gueule sur la réalité congolaise, c'est parce que souvent je n'accepte pas et je n'arrive pas à concevoir comment au Congo nous vivions dans cette réalité. Mais au quotidien, vous savez, nous avons des réalités qui nous interpellent. Mais bon, il y a la continuité de l'action. La continuité de l'action, la continuité de l'amélioration et évidemment continuer à inciter à ce que les choses changent. Et à côté de ça, vous êtes un redoutable homme d'affaires. Comment vous faites pour concilier votre action sociale et maintenant vos affaires? Vous savez, ça Parce que cet hôtel se porte très bien. Vous avez une société de construction. Il y a d'autres, il y a des travaux qui ont été entamés. Comment vous faites? Vous êtes jeune. Bon, mais il faut vous avez une famille. Comment vous faites pour concilier tout ça? Vous savez, dans le fond, c'est ce que nous faisons qui nous permet de mener les actions que nous menons. La Fondation Ibina est une fondation privée et donc nous devons, par rapport au groupe rattaché au groupe Ibina, avoir la possibilité de mener ces actions-là. Donc c'est une continuité un peu logique, être capable de faire ces actions. Vous savez, c'est un exemple qui est beaucoup plus élogieux, mais il faut le dire, Bill Gates, évidemment, a eu à faire un travail, et après aujourd'hui dans l'humanitaire. Donc il est possible de concevoir que faire des affaires c'est une chose, mais aider ceux qui sont dans la souffrance est beaucoup plus grand. Et donc on arrive, dans la mesure du possible, de créer cette symbiose. Il y a la dame qui est enceinte de 7 mois là, victime de viol par son papa, qui doit venir, ils peuvent que venir mercredi parce qu'on lui a fait les chlamydia sanguines pour voir si elle a fait une infection buccale. Il n'y a pas de test de dépistage en ce moment, ils n'ont pas le Bordeaux pour le dépistage, donc ils en auront que mardi. Donc ils l'ont reçu, mais il y a un souci. Elle a un col ouvert en fait, donc il faut faire un cerclage. Bon, moi je lui ai dit qu'à notre niveau, c'est pas nous qui sommes médecins, c'est eux qui sont médecins, c'est eux qui vont voir comment est-ce qu'ils vont faire les choses et nous rendre compte. Par contre pour la fille, j'ai demandé à sa mère, Nadine, de venir avec elle demain. Et demain il faut qu'on aille voir ses parents, son père en fait, là où ils vivent, voir comment est-ce que ça se passe un peu, voir l'environnement, discuter avec son père. Elle a le même problème avec ce qu'on va faire, elle sera là mercredi. On va faire un programme avec elle, mais au mieux qu'on fasse une surprise. Oui, c'est que mercredi, vous partez demain pour les plus autochtones. Ouais, c'est
Vous partez demain pour établir les actes de naissance autochtones. Donc vous ne rentrez que jeudi, à moins que tu nous dises que... Donc on le fera vendredi. Au retour, vendredi ou samedi. Ce sera bien samedi. Hein. Mais la maman veut que ça soit fait au plus vite possible parce qu'elle veut partir en fait avec ses enfants. Elle voyage? Elle veut partir la maison avec ses enfants. Ah d'accord, on s'arrangera à le faire le plus vite possible. On verra bien. D'ici la fin de la semaine. Le cas de la nouvelle, tu l'as déjà reçu? Là, je vais la recevoir, je vais plus son problème, savoir ce qu'elle a. Hein? Bonjour. Okay. Bonjour Gisela. Bonjour. Bonjour Spanish. Bonjour Denise. Ouais. Je vois que vous avez ce matin encore un cas. C'est une jeune fille, elle me paraît bien jeune. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir, je vais la demander. T'as quel âge? 17 ans. 17 ans. Ah, t'as quel problème? Ah bon? Comment? Ben, apparemment, son père l'a renié. Son père l'a mis dehors. Donc, on n'est pas d'amis. Là, comme papa donc, elle vivait chez sa belle-mère. Ouais. Et apparemment, il y a des conflits familiaux. Donc, elle se retrouve dans la rue. Et ce que on voit à Saint-Brieuc, je me suis enceinte. Donc, dans la zone, nous voyons. Akima. Akimi bien. Là, dans mon papa, m'a bien steak, n'a pas Tu connais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, il y a des problèmes familiaux, donc elle s'est retrouvée dans la rue, elle ne savait plus où aller. Et comme ça, dans le désespoir, elle a dû croiser un voyou qui l'a pris, donc. Ouais. Qu'il a dû héberger quelques jours. Oui, et c'est ça le résultat? Oui, le résultat c'est ça. Et voilà, elle est dans la rue, et regarde. Elle a 17 ans. Elle est enceinte. Elle a 17 ans, elle est enceinte. Elle a apparemment avancé. Et où est-ce qu'il est? 7 mois. Elle a 7 mois de grossesse. Là. Et le papa, c'est parti dans la nature. Il est parti, il n'est pas là. Il est parti. Donc évidemment, ce sont les cas, genre les cas qu'on recevra à la fondation. Donc là, ils vont soumettre un cas et nous, on va analyser, on verra ce qu'on pourrait faire pour elle, quoi. Mais c'est écœurant de voir ça. C'est une petite fille, elle est encore mineure. Le problème il est là. Dans quel quartier? C'est un problème d'éducation aussi, moi je trouve. Donc elle dit quoi? Elle dit que là elle vivait. Il y a quel quartier? Ripouya. Quel quartier? Elle vit à Wende, elle vit chez les parents d'une amie, avec une amie, l'amie au fait, par grand cœur, a dit qu'elle ne peut pas laisser sa copine dans cet état et a demandé de la loger chez elle. Mais les parents l'ont chassée parce qu'on dit dans l'état où elle est, ils ne peuvent pas la garder, au cas où il faut qu'elle accouche, c'est pas eux qui vont faire la prise en charge. Maintenant, on veut savoir quel est le nom et prénom du monsieur, au fait, comment on va lui voir garçon communal. Comment est Gislain? Ah, Gislain, c'est toi qui vas régler ça. Comment est Gislain? Gislain, elle s'appelle comment? Gislain. Gislain qui? Lenga. Lenga. Il y a deux amis, hein? C'est lui le taux de la grossesse. Gislain et Lenga. Gislain et Lenga, c'est ça? Il vit où? Oui, Baninga n'était. Baninga ne va pas le côté à qui? Oui, parce qu'on n'y a pas avant d'accord. Oui, attends, on n'y a pas été na barabara. Ya kaka tanga na kulala kuna. Wala kuna osali mikoroboni kuna. Na bana kuna na depuis août. Depuis août. Après na kuna na janvier. Na janvier. Donc depuis août, il vit avec le gars. Bon, Ajni. Elle a 20 ans. Il a 20 ans. Ako sa na cabine. Na cabine, quand la quartier na bango kuna. Na goudron. Na goudron.
Bon, généralement, ce genre de cas, c'est très difficile parce qu'on a reçu le même cas d'une fille carolette qui a été victime d'un viol par plusieurs messieurs dans le marché. Elle vient dans le marché, il y a des personnes. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée enceinte. Mais elle, malgré son état psychologique, elle connaissait la personne qui l'enceinte et donc l'auteur de la grossesse. Et c'était un couturier dans le marché qui lui faisait des petites robes avec les petits pannes qui restaient. Et quand on a découvert que c'était le monsieur qui l'avait enceinté, le monsieur est porté disparu dans le marché. Il ne coupe plus dans le marché en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je suis venue voir le président de la fondation, Joe, qui a dit que non, ce n'est pas quelque chose que l'on peut garder à bouche bée. Nous sommes allés à la DRTV, nous avons fait une émission concernant la fille pour demander un assistanat parce qu'elle a besoin d'être assistée. Elle a besoin d'être assistée par tout le monde concernant son état. Là, je ne sais pas si c'est Gislain et Lenga, on sait juste qu'ils vivaient dans quel quartier? Ils vivaient à Massengo. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller à la télévision pour retrouver le monsieur. Donc on va faire... Elle a fait une photo du monsieur ou pas? On a une photo à monsieur. Bon, il est comme Nina, c'est beaucoup de temps, beaucoup il va être. Bon, elle peut le reconnaître? Elle peut reconnaître les amis du monsieur. Dans le quartier, parce qu'il y a Vandaka. Ana baninga kuna na baba no yeba ndaka baninga ne manga tante. Na cabine parce que là qui wana yebi moto moka ile pa na été. Na bakia ki kuna na bayebi na bango. Bayebi était ou bayebi na bango? Bayebi photo ya comité. Mais bayebi. Donc, je sais pas, tout à l'heure on va essayer de se retrouver avec Gislain ici qui est le superviseur en fait des travaux, bien qu'il soit devant moi. Il va nous plaider la cause. Ce n'est pas son homonyme. C'est pas son homonyme parce que Gislain lutte contre le viol déjà. On va essayer de voir le président tout à l'heure pour discuter. S'il faut aller vers ses amis parce qu'elle dit que son ami travaille dans une cabine et il y a d'autres cabines qui connaissent le garçon mais qui ne savent pas là où le garçon est. Bon, ça, quand c'est une histoire entre hommes, ils se couvrent. S'il faut qu'on aille retrouver ses amis, pour essayer de retrouver la vie, on ne sait pas quoi ce qu'il fait, mais sinon pas. Pour son cas, on va au niveau de la CBF pour essayer. La CBF, c'est une association congolaise pour le bien-être familial, pour qu'on puisse voir son cas parce qu'à 7 mois, c'est 8 mois bientôt, il faut les produits du 8e mois. Elle n'a pas fait de PZ, elle aura tout un examen. Elle fait peut-être aussi un examen. Un examen, oui, VIH-Sida, chlamydia, tout ce qu'il faut voir. Les sages-femmes, ils savent ce qu'ils vont faire et pour nous dire comment est-ce qu'on pourra résoudre son cas. On va essayer de voir. Mais dans l'immédiat, là, on veut savoir quel est le genre de prise en charge? Non, il faut d'abord savoir là où elle vit. Il faut d'abord qu'on sache où elle vit. Oui, une enquête. En fait, parce que vous savez, on reçoit beaucoup de cas ici. Ouais. Et après, quand on rentre dans la profondeur des choses, c'est pas ça. Oui. On a reçu des gens qui viennent avec des ordonnances photocopiées de 2008, qui viennent ils changent juste la date. Donc il faut d'abord qu'on puisse faire une enquête. Mais là, ce cas, il est délicat. Il est visible, mais visiblement, elle est enceinte de 7 mois. Elle a 17 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, par rapport aux autorités, un service social qui peut relayer ou, Au Congo, c'est pas facile, il faut dire. C'est pas facile. Au Congo, ça se désiré. Au Congo, c'est pas facile. Au Congo, c'est pas facile, ce genre de... Non, mais parce qu'il faut bien que quelqu'un vous relaye. Elle est mineure, en principe, dans un état normal, étant mineure, les services sociaux auraient dû la prendre en charge. Mais ici, par contre, non, elle sera abandonnée elle-même. Il faut leur dire l'enfant de 1 an, de 2 ans. Si l'enfant de 1 an et 2 ans est abandonné, elle s'en sort. Elle s'en sort. Comment il faut dire? C'est un enfant de 1 an qui a la clavicule fracturée. Ça fait presque 1 mois qu'on est en train de faire tourner ses parents. La dame, déjà, elle a des triplés, donc c'est un des triplés qui a un problème de facturation. Pour mettre juste moi je dis juste parce que je ne vois pas ce qu'il faut faire après, pour mettre juste un plâtre, faire une radio c'est 1000 ou 3000 pour faire juste la radio et après mettre le plâtre à l'enfant, le service social. Il n'y a pas de pédiatrie, il n'y a pas de service social. Voilà, donc ça fait combien de mois que la dame est en train de courir? Elle nous a amené les documents, je ne sais pas, on a ses photos, elle nous a amené la radio qu'eux ils ont fait, le papier du service social depuis qu'il a été établi jusqu'aujourd'hui sous les poursuites, c'est venez demain, venez aujourd'hui, et l'enfant avec la clavicule est déjà au sans coup. Ouais, parce que là, c'est un enfant d'une année qu'il faut avoir les services sociaux. C'est un enfant qui va mettre au monde un enfant. C'est un cas social. Il faut dire qu'en fait, l'État au Congo est démissionnaire. Ça va au-delà des attributions de la fondation. Bien au-delà, bien au-delà. Mais l'État, étant donné que l'État est démissionnaire, voilà pourquoi les gens de ce genre ont recours à la fondation. Parce qu'ils n'ont plus à qu'est-ce se vouer.
puisque l'État n'existe pas. Voilà pourquoi le plus souvent ils viennent vers nous donner de l'aide. Et nous, autant que faire se peut. Bon, vous pouvez lui demander comment elle a été mise au courant de la fondation, comment elle sait. Oui, puis la fondation de non, tu as levé les fondation de naza kotala parfois na tele parfois baninga baloba na nga esa kovanda boye te fo kende oluka koto bato basunga yo. Donc elle dit, elle suit les actions de la fondation à la télé, elle en parle souvent avec ses amis. Et là où elle est partie vivre avec ses amis, ils ont pas dit non, il ne faut pas rester comme ça, il faut aller voir des gens qui aident les gens. Et on te conseillerait de partir au niveau de la fondation Evina. Eux, ils pourront faire quelque chose pour toi. C'est pour ça qu'elle est... Ok, il faut lui dire de ne plus pleurer. Il a dit sauter, hein. Il ne faut plus pleurer. Hein? Va... Le plus important est que le cas est déjà connu. Et que bon, vous allez chercher des solutions. On a dit elle est en train de dormir dehors à l'hôpital de Talangaï. C'est bon, c'est bon. Elle est dehors là? Oui, elle est dehors, elle est en train de dormir. C'est même pas aussi réservé des rapports avec nous. Et ça, c'est les parents parce qu'on va pas. J'ai l'orphelinat qu'on appelle l'orphelinat Maison de la Charité. Souvent, c'est la fondation Evina qui nous paye le loyer. Et quand nous avons des cas de maladie pour les enfants, ils viennent aussi en aide. Vers la rentrée aussi, ils nous aident pour les cahiers et les sacs des enfants. Il y a combien d'enfants? 36. Comment ils sont venus comment là-bas? Est-ce que c'est des parents qui sont morts d'une maladie ou qui sont partis? Il y a deux catégories d'enfants là-bas. Nous disons, il y a des orphelins où les parents sont morts. Et il y a des enfants en détresse, c'est-à-dire ceux dont les gens jettent dans la rue. On ne sait pas, puisque quand nous avons l'enfant, on ne connaît ni le père ni la mère. Souvent, c'est la police, où on dépose au CHU, du CHU, et les affaires sociales aussi viennent déposer les enfants. Ils savent que c'est chez nous, dans les orphelinats en principe. Partout, il y a des orphelinats. Les causes des orphelins, on sait que celui-ci a perdu sa mère depuis l'accouchement et que le père n'arrive pas à garder un bébé parce qu'il n'a personne. Il peut nous dire, bon, vous me gardez cet enfant. Quand il aura l'âge de l'école, je récupère mon enfant. C'est comme ça. Ah, donc, vous les avez, vous les élevez jusqu'à un certain âge? Non, ça c'est un cas que j'ai là-bas. C'est un seul cas. Le père ne travaille pas. Et la mère était morte à l'accouchement. Les parents de la femme ont demandé d'épouser le cadavre. Il dit, mais moi-même je ne travaille pas. J'ai perdu mes parents. La tante où j'habitais chez elle est folle en ce moment. Je ne peux pas prendre ce bébé et remettre à une folle. Donc ce jeune était venu me voir. Il a 22 ans. Et il est venu me déposer le bébé. Là actuellement l'enfant a 3 ans. D'accord. Donc cet enfant, vous allez l'élever jusqu'à un certain âge. Vous pensez que ce père va revenir le chercher? Le père, il peut faire 6 mois, il repasse quand même, voir son enfant, mais sans emmener quelque chose, même pas un savon. Parce que lui-même, il est au chômage. Il est au chômage. Quelquefois, quand il a les ordonnances, il vient encore vers moi. Avant que j'ouvre l'orphelinat, je suis d'abord pasteur d'une église. Donc dans l'église, après la guerre, j'ai des enfants que j'avais déjà élevés, qui n'avaient pas de parents. Et à la fin, j'ai vu que je ne pouvais pas toujours laisser ces enfants dormir à l'église. Donc il y a des plus grands là-bas. En fait, vous avez été emmené à ouvrir cela par vocation, par, on va dire, par miséricorde, par pitié, par compassion. Quelles sont les motivations? Je peux dire par vocation, parce que quand j'ai mis mon statut, j'ai placé que pour les buts, c'était évangéliser notre Seigneur Jésus-Christ, ouvrir les centres des orphelins et des veuves. Donc c'était parmi les buts. Quand j'ai eu le récépissé, j'ai dit, bon, puisque j'ai aussi des enfants abandonnés là, depuis après la guerre, là dans l'église,
je dois chercher un endroit où louer une maison pour les loger convenablement pour qu'ils partent aussi à l'école. Vous le faites parce que vous êtes pasteur ou parce que quelque part, en tant que mère, surtout une mère africaine, vous vous êtes senti investi de ce devoir? Est-ce que c'est d'abord le pasteur? D'abord le pasteur. C'est d'abord le pasteur qui vient en aide à... Oui, parce que le pasteur, son travail, c'est encadrer. Donc j'encadre ces enfants, non spirituellement seulement, mais je fais tout pour qu'ils aillent aussi à l'école, pour que je puisse un jour les intégrer dans la vie sociale. D'accord, donc le but en fait, ce n'est pas simplement de leur donner à manger, non, 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 non. C'est de leur donner une éducation. Une éducation, oui. Quand on dit éducation, ça veut dire qu'ils aillent à l'école. À l'école. Et quand je vois que celui-là n'est pas tellement intelligent, et là j'ai un peu avancé, je paye dans un endroit où il peut apprendre un métier. Mais restons donc à Brazzaville, où nous avons fait cette curieuse découverte dans un quartier populaire de la capitale congolaise, le plateau des 15 ans. Un petit restaurant nommé le Pili Pili ou Petit Piment. Nous avons rendu visite à sa propriétaire, Madame Annie-Flore Milenzi. Un maquis gabonais, le Pili Pili, Petit Piment, en plein quartier populaire de Brazzaville. Ce cas est unique, mais plus surprenant encore, le parcours de sa gérante et chef, Annie-Flore Milenzi, ingénieure en chimie et ancien cadre à l'OCTRA, l'Office du chemin de fer transgabonais. Elle a quitté son travail et son Gabon natal il y a plus de 10 ans pour vivre sa passion en cuisine. Le Pili Pili a fait son trou, on y mange gabonais. Nous avons voulu savoir ce qui fait le succès de ce maquis. Bonjour madame. Ojikuranga. Et Nadej. Une gabonaise à Brazzaville. Ouais. On n'en rencontre pas tous les jours. Oh, c'est l'intégration africaine. Et qu'est-ce qui vous emmène ici? Oh, la recherche de la quiétude peut-être. Et cette quiétude? Mais je l'ai sûrement trouvée à Brazzaville. Vous l'avez trouvée à Brazzaville, mais vous l'avez pimentée. Cette quiétude s'appellerait-elle Pili Pili? Ah ouais, Pili Pili, comme son nom l'indique, maquis Pili Pili. Vous êtes né au Gabon à Mouila. Oui. Vous avez été au lycée technique. Oui. Vous avez, après votre bac, vous avez fait des études d'ingénieur. Oui. Vous avez travaillé. Oui. Et puis, chemin de fer. Et puis brusquement, vous plaquez tout. Pas que je plaque tout, c'est une inspiration. Une inspiration. Une inspiration. Vous avez été inspiré par vos casseroles, votre cuisine, ce qui traduit votre passion. C'est ma passion. Votre passion. Oui, c'est ma passion. Et votre passion, vous la vivez depuis combien de temps? Oh, depuis mon jeune âge. Déjà à la maison, en association, avec des dames, on allait travailler. On apprend mieux sur le tas. Donc, voilà. Racontez-moi, quand vous quittez votre travail au Gabon, donc vous travaillez au chemin de fer. Au chemin de fer, 20 ans de chemin de fer. Ouais. Et puis j'ai pris mon envol, je me suis installée en Afrique de l'Ouest. Quand vous annoncez cette nouvelle à vos amis, à votre famille, comment c'est accueilli? Mal accueilli, parce que c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas le même domaine. Ouais. Voilà. Donc ils doivent se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Oui, ils ont dit bon, que j'ai débloqué un peu, parce que quelqu'un qui est cadre supérieur dans une entreprise, qui plaque tout du jour au lendemain et qui se retrouve à cuisiner, bon, c'est pas tous les jours. Cette passion n'était pas évidente à faire partager. C'était pas évident, mais à la force du poignet, bon. Donc vous partez, je pars. Vous quittez Libreville. Je quitte Libreville, je m'installe au Togo, exactement. Ouais. Et je crée le jardin de fleurs que beaucoup de personnes connaissent. Et comment ça s'est passé les premiers temps au Togo? Bien et mal. Parce que bon, quand je sortais du Gabon, je n'avais pas la fibre commerciale. Ok. Voilà, je suis un industriel. Puis qui arrive comme ça sur le marché commercial, c'était pas facile. Oui. Mais j'ai bravé les interdits, j'ai bravé beaucoup de choses. Et puis bon, je suis allée de l'avant. C'était pas facile.
Ça n'a pas été facile. Il y a des moments où je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me perds pas un peu? Et puis, bon, voilà. Voilà. Vous avez eu envie de renoncer? Non, parce que c'est une passion. Ouais. C'est une passion. Je m'étais toujours dit, bon, peut-être ça a été peut-être pris un peu en amont, mais je me disais, bon, quand je suis à la retraite, bon, je vis ma passion, mais je l'ai faite avant. D'accord. Pour savoir partir. Non, mais combien de temps vous êtes resté au Togo? Au Togo, je suis restée 10 ans quand même. Avec votre restaurant? Avec le restaurant, le Jardin de Flore. Le Jardin de Flore. Oui, et j'allais travailler dans les pays limitrophes. J'ai de la logistique. Lorsqu'il y a quelqu'un qui réserve pour un traiteur, je me déplace avec l'équipe. Ok, voilà. Donc vous n'étiez pas en permanence dans votre restaurant? Non, du tout. Je n'étais pas en permanence dans le restaurant parce qu'il y avait de la main-d'œuvre que j'ai formée, donc je n'avais pas besoin d'être là en permanence. Bon, en général, comment ça se passe les plats, les recettes, c'est vous-même qui les confectionnez ou oui, je les confectionne. C'est le personnel que vous avez? Non, je les confectionne moi-même. Vous-même? Moi-même. Mais comment je vous mets la faites pâte. quand vous avez des commandes, je ne sais pas, une centaine de personnes, vous toute seule, vous confectionnez? Non, je prends des extras, ouais. des cuisiniers en renfort, ouais. Mais on a la matière première et puis moi je fais les mélanges. Parce que c'est une petite chimie, il faut connaître. Vous voyez que votre fibre technique d'ingénieur ne vous quitte pas même. Non, parce que c'est de la chimie, c'est la même chose. Il faut un produit fini à bon escient. Quelle est la recette phare chez Pili Pili? La recette phare chez Pili Pili, c'est le poisson à l'étouffée. D'accord. Nous faisons le poisson à l'étouffée qu'on appelle ici le maboké. Mais nous ajoutons une épice spéciale qui vient du Gabon, qui rehausse le plat. Voilà. Comment vous expliquez l'affluence de toutes ces personnes dans vos restaurants, que ce soit ici ou au Togo? Est-ce que c'est le fait d'être une Gabonaise? C'est sûrement la qualité du service. C'est sûrement la qualité de service. La qualité et puis, il y a l'accueil qui est là. D'accord. Il y a le verbe aussi, qui est un atout. Et puis, bon, les gens ont besoin de connaître tout ce qui vient d'ici et d'ailleurs. D'accord. Donc, voilà. le fait de manger gabonais, c'est un argument de plus. C'est un argument de plus. Voilà. Les Gabonais, ils ne sont pas nombreux, les comptes... Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, le restaurant, il n'y a pas que les Gabonais, c'est tout le monde qui vient. Justement, tout le monde vient découvrir. Là. Ouais, tout le monde vient découvrir. Donc, quelle est votre principale clientèle qui vient au restaurant? Les diplomates. Surtout les diplomates. De tous bords. Mais vous avez une clientèle de choix, Madame Milenzi. Ah, c'est la qualité de service, tout simplement. Et puis la main. Oui, mais comme on dit en Afrique, la main. La main, mais comment vous faites? Ces gens-là n'arrivent pas là comme ça, tout à fait au hasard. Est-ce que vous faites de la publicité? Non, je ne fais pas de publicité, c'est le bouche à oreille, ça allait tout seul. Ouais. Bouche à oreille, c'est tout. Voilà. C'est le meilleur vecteur, de toutes les façons. Ça, c'est vrai, oui. Ouais. Et votre restaurant ici, c'est combien de places? Une trentaine. Une trentaine. Ouais, une trentaine. Donc, c'est un démarrage. C'est un démarrage. Il fallait ouvrir un petit club, non seulement pour se faire connaître, il faut épouser l'environnement du Congo, comprendre comment ça fonctionne ici, avant de faire plus grand. Donc là, ce n'est qu'un début? Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un démarrage. Les démarrages lents sont les meilleurs. D'accord. Vous pensez plus tard oui. Avec la grâce. Un établissement beaucoup plus grand? Oui, avec la grâce de Dieu. Oui. D'accord. Parce que l'objectif majeur n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là? Non. Ce serait quoi? Ah, point d'interrogation. Vous êtes ici depuis combien de mois? Ou de temps? 4 mois à peu près. 4 mois. Depuis 4 mois au Congo, et vous avez autant de... Ah, c'est la main, comme on dit en Afrique. La main et le carnet d'adresse? Le carnet d'adresse, surtout. Carnet d'adresse. Carnet d'adresse. D'accord. Voilà. Vous faites un peu de publicité ou non? Non, je ne fais pas de publicité. Bon, quand on arrive, on sait que bon, je suis là. En général, on me cherche pas beaucoup. En fait, c'est ça. Ça vient tout seul. Elle est où, la dame? Et puis bon, elle est dans tel pays. Je fais au Gabon, je suis au Togo, je suis au Congo, je travaille aussi en Europe, faire du traiteur.
D'accord. Voilà. Vous avez choisi exprès de vous installer en plein cœur d'un quartier populaire de Brazzaville? Ben oui, mais il faut épouser l'environnement congolais. J'ai checké, j'ai regardé, j'essaie de comprendre les habitudes avant de m'installer dans le quartier. Voilà. Et vous débrouillez pour faire venir ces diplomates en plein quartier populaire? Ben oui, il faut qu'ils connaissent. Oui, mais il faut qu'ils connaissent le Congo profond. Ouais. Le Congo profond, c'est pas la ville. Le Congo profond, c'est le quartier. Et bon, vous pensez pouvoir aller à la retraite avec votre passion? Ah oui. Vous avez d'autres activités annexes, parallèles? Il y a des activités annexes, il y a des activités parallèles. Je n'oublie pas toujours mon premier métier. Je fais des consultations. Mais bon, je reste là-dedans. Je continue des consultations industrielles et techniques, mais je reste dans ma passion. Il faut que ça aille. Ça ne va pas sans ma passion. Ainsi s'achève le premier volet de notre périple africain. Merci d'être resté fidèle à notre programme. Retrouvons-nous dans un mois à la même heure sur la même chaîne. Nos émissions sont à voir et revoir sur www.africami.net. Écrivez-nous à contact@africami.com. Yeah,